Voilà, vous êtes bel et bien à l'écoute de la 3xW Radio M. Kachopa. Là, nous allons parler de l'économie selon la pensée de Kachopa. Nous allons montrer quand même la complexité de la situation actuelle du monde, des questions qui touchent vraiment à la selve mère même de l'économie. On va un peu parler de l'argent aujourd'hui. Mais on se pose la question sur l'origine de l'argent. D'où est venu l'argent? Il va même très loin. Qui est son père? Qui est sa mère? C'est bienfaiteur à la fois et malfaiteur. Un bon maître et un mauvais serviteur. Mais c'est destructeur et constructeur. Mais l'argent. On utilise l'argent. On bouffe l'argent. C'est un ami quotidien. Quand il nous manque vraiment, ce sont des stress, ce sont des maux de tête. Mais les gens souvent ne sont jamais posé la question. Le mécanisme, la mécanique de l'argent, ça se fait comment? Comment est-ce que l'argent influence l'économie mondiale? Un monde basé sur la dette, celle des États-Unis, va engloutir le monde entier. Quelle doit être la théorie économique de Kachopa par rapport à la réalité chaotique du monde actuel? Le monde entier lui-même est en train de se battre. On veut bien sortir de la crise peut-être, si elle n'est pas imposée de force. Supposons, soyons du bon côté quand même aujourd'hui, soyons un peu gentils. Prenons cette thèse que bon, la crise là, elle est normale, elle n'est pas programmée, elle n'est pas fabriquée, mais c'est une crise qui apparaît parce que peut-être il y a eu mauvais contrôle des paramètres économiques. Si c'est ça, si ça n'est le cas, et tout le monde se bat pour que l'on puisse quand même sortir. Pourquoi les théories microéconomiques, financières ne peuvent pas trouver une solution? Nous savons tous qu'un pays sans indépendance économique ou un continent sans indépendance économique est un continent mort. Je pense également que rien ne peut se faire au niveau de Kachopa si Kachopa n'a pas sa propre théorie économique, si Kachopa n'a pas une liberté économique. Voilà pourquoi je vais lire un texte. Un monde basé sur la dette. Comment un monde endetté de plus de 250 000 milliards et nageant dans plus de 1 million de milliards de produits dérivés sans valeur peut-il s'en sortir? Évidemment, il ne peut pas, parce que c'est un monde supporté par des jambes de monnaie de papier sans valeur. Des jambes qui deviennent de plus en plus longues et moins en moins stables jour après jour, vu que des milliards s'ajoutent à la dette chaque jour. Que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Japon ou dans plusieurs autres pays, la situation est devenue totalement irréparable. Mais, comme je l'ai dit dans l'article et interview récente, ce n'est pas seulement que la situation est irréparable, mais il semble que nous soyons à la fin d'un cycle économique qui a débuté à la fin du Moyen-Âge. J'ai déjà écrit à ce sujet en 2009 dans un article intitulé Les années sombres sont là. Le cycle économique majeur prenne beaucoup de temps et se développe, et si nous sommes maintenant au début d'un ralentissement important de l'économie mondiale, les gens qui vivent aujourd'hui ne connaîtront que le début de cette baisse. Là encore, les gouvernements et les médias continuent à nourrir des nouvelles qui n'ont rien à voir avec l'état réel de l'économie mondiale. En Europe, les pays de la Méditerranée s'endettent à un rythme exponentiel. Le ratio de dette produit intérieur brut de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, de la Grèce vont de 100% à 180%. Ils essayent d'une manière futile de mesures d'austérité, mais cela n'engendre rien d'autre qu'une croissance faible et une dette supérieure. Malheureusement, il n'existe pas d'issue pour ces pays où la population souffre terriblement. La meilleure solution consisterait à sortir de l'Union européenne et de l'euro et de renoncer au paiement des dettes et d'évaluer les monnaies. Mais les eurocrates ne sont pas prêts à accepter cela et préféreront plutôt ajouter encore plus de dettes et imprimer plus de la monnaie en rendant la situation bien pire. La dette des États-Unis va engloutir le monde entier.
La situation aux États-Unis n'est guère mieux. Il n'existe pratiquement aucune statistique publiée qui n'ait quoi que ce soit à voir avec la réalité. Le vrai taux de chômage est de 23% et non de 7% tel que publié. Le produit intérieur brut, si l'on utilise des chiffres réels d'inflation, est en déclin depuis des années. Et les salaires en valeur réelle sont en déclin depuis une quarantaine d'années. L'augmentation perçue du niveau de vie n'a été possible que par une augmentation massive de la dette du gouvernement américain, la dette du gouvernement américain étant de 1000 milliards en 1980, passant à 8000 milliards en 2006 lorsque Bernanke est devenu président de la Fed. Elle est maintenant à 17 000 milliards et augmente d'au moins 1000 milliards de dollars par an, alors que Bernanke a réussi à créer 9 milliards de dettes durant sa courte 7 ans à la tête de la Fed. Cela avait pris 230 ans de 1776 en 2007 pour que la dette des États-Unis atteigne 8000 milliards de dollars et Bernanke a battu les records en 7 ans. Une réussite étonnante, et cette dette n'inclut pas le passif non capitalisé du gouvernement qui tourne autour de 220 000 milliards de dollars, mais quelle personne saine d'esprit pourrait bien croire que les États-Unis sortiront de ce trou? L'argent a toujours existé, parce qu'il ne faut pas oublier que l'argent c'est un métal d'abord. Avant que nous puissions considérer l'argent comme étant quelque chose de très important, l'argent n'est qu'un métal, un élément chimique. Et dans les symboles chimiques, c'est le Ag en fait. En latin, on dit argentum. Hein, et ceux qui ont fait un peu de la chimie, ils savent que l'argent, le symbole l'argent a pour numéro atomique le 47. C'est un métal précieux dont le nom désigne aussi en français, dans le langage courant, hein, qu'on utilise souvent les billets, les pièces de monnaie et ainsi de suite. Parce que, vous savez, par exemple, lorsqu'on parle des billets, en économie, nous on dit des fiduciaires. Et lorsqu'on parle des pièces de monnaie, on dit souvent des divisionnaires. Et quand vous parlez des monnaies électroniques, les cartes électroniques et toutes les écritures électroniques, on parle des monnaies scripturales. Donc, en fait, il y a 3 types de monnaies. Il y a les monnaies divisionnaires, des pièces de monnaie, les monnaies fiduciaires qui viennent de confiance, hein, donc les papiers qu'on utilise, les billets, et vous avez les monnaies scripturales. Tout ça, c'est de l'argent. L'argent, en tant que métal, devient quelque chose qu'on donne une valeur. Dans le domaine de l'économie, tout est fondé sur ce qu'on appelle la théorie de la valeur. Parce que la valeur nous renvoie une fois de plus à ce qu'on appelle chez nous, par exemple sur Katiopa, Bobiso. Et tous les peuples du monde n'ont pas les mêmes valeurs. Et les valeurs ont été imposées sur des métaux. Parce que l'argent, c'est qu'un métal d'abord. Un métal, comme si on pouvait décider qu'aujourd'hui, les cailloux, hein, la pierre qu'on appelle caillou, devenait quelque chose de très important. Et on essayait de donner une certaine valeur à ces pierres. Et on pouvait commencer par exemple à aller acheter des voitures avec des cailloux, acheter des maisons avec des cailloux, ainsi de suite. C'est comme ce qu'on appelle le diamant. En gros, l'argent, ce n'est que un métal qui a reçu, à travers le prisme culturel d'un peuple, une certaine valeur venant de ce peuple. Donc, l'origine du mot, on dit souvent, viendrait étymologiquement d'une langue indo-européenne, arg, hein, signifiant brillant, et serait l'équivalent en sanskrit de arjun, signifiant aussi brillant. Et vous voyez bien que, vous savez, l'adage qui dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. En fait, dans le temps, les Espagnols, les Portugais, en gros, les Occidentaux, étaient à la conquête de l'argue, en fait, du métal brillant. Pas de l'or, mais plus précisément au départ de l'argent. Parce qu'ils avaient déterminé que, dans leur société, bien sûr, que l'argent était l'élément qui devait donner le pouvoir à une personne. Et vous savez, en économie, Papa Dampé, nous sommes passés par des phases où les hommes pensaient que le fait d'emmagasiner ces pièces, disons, ces métaux précieux, disons précieux parce que c'était
on avait fixé une certaine valeur sur ces métaux. Donc, donner à une personne un certain pouvoir, une certaine puissance. Donc, Papa Dompé, en gros, le métal a toujours existé et ce métal remonte, je peux même aller plus loin, depuis Cachopa, depuis l'Égypte antique, depuis, disons, les anciennes civilisations qui ont disparu parce que les êtres ont toujours considéré ce métal comme étant un métal intéressant, précieux, comme de l'or, mais puisqu'on parle de l'argent, voilà. Donc, de ce métal qui était considéré comme étant quelque chose conservateur, quelque chose qui conservait une certaine valeur, on est passé à l'imposer dans une société et à donner de la valeur à cet élément, ce métal, jusqu'à le considérer dans un langage courant comme étant quelque chose qui pouvait permettre les échanges entre des biens et des échanges entre les personnes, parce que pendant la traite négrière, on a vendu des hommes contre de l'argent. En fait, contre ce métal, parce qu'on considérait que ce métal était plus important, par exemple, que les noirs, parce que vous savez que dans le code noir, la constitution fondamentale de la vente des esclaves qu'on appelle le code noir, qui est gratuit sur Internet, vous allez voir que l'argent pouvait acheter des humains, les Mundus, les noirs, et là, cet argent était ce métal, mais qui avait revêti une nouvelle valeur, une valeur très puissante parce qu'on pouvait quand même donner la vie contre un simple métal. Donc, pour la définition, voyons que ce mot arg, qui vient de l'indo-européen, du sanskrit arjun, signifiant brillant, bien considéré par les occidentaux comme étant quelque chose qui brille, et pour eux, tout ce qui brille est divin. Parce que n'oublions pas, Papa Dompé, que lorsque nous parlons de arg ou de arjun, chez les occidentaux ou les indo-européens, c'est quelque chose de divin. Et ça renvoie à Dieu, parce que Dieu en sanskrit c'est Deus, et Deus c'est ce qui brille, c'est l'éclair du soleil, c'est ce qui brille. Donc puisque Dieu est brillant, et que l'argent, arg, brillant, alors arg est divin. Et puisque arg est divin, il faut aller chercher arg, disons, l'argent, le métal, partout où le métal se trouvait dans le monde, d'où les conquêtes. Donc, en fait, la base même des conquêtes, souvent on dit que c'était parce qu'on voulait des terres et tout, mais Papa Dompé, l'argent était la base aussi, le fondement de ces conquêtes mondiales, qui jusqu'aujourd'hui continuent parce que vous voyez comment, avec le pouvoir monétaire, le pouvoir économique que le monde aujourd'hui possède, mais le arg, le brillant, reste toujours devant la vie, devant toute chose, et celui qui détient le arg détient le pouvoir. Et voilà pourquoi la Chine, en comprenant ce mécanisme occidental, a poussé sa réflexion vers le arg, et a maîtrisé le arg jusqu'à aujourd'hui, je peux dire, devenir la première puissance économique mondiale, parce qu'il détient le arg, qui n'est autre que le brillant, considéré par les Occidentaux comme étant divin. Et puisque la monnaie est divine, donc le arg, je dis monnaie, arg, l'argent, alors Papa Dompé, on comprend bien que pour le arg, on peut tuer, parce qu'en détenant le arg, on devient saint. Donc finalement, on a l'impression que du point de vue de l'étymologie du mot, la notion même de la valeur étant liée, n'est-ce pas, à un prisme culturel. Si ça c'est le cas, alors je veux vous poser la question de savoir, dans le prisme culturel, par exemple, Kamit, y avait-il aussi des éléments similaires qui représentaient une valeur et qui pouvaient être utilisés comme éléments d'échange? Si vous en connaissez, essayez aussi de nous expliquer le mécanisme de fonctionnement. La monnaie la plus exploitée aujourd'hui n'est pas brillant. Alors comment passons-nous du brillant à la monnaie structurelle qui n'est pas brillant, qui ne sont que les chiffres qu'on peut programmer sur ordinateur, et quelles sont les conséquences par rapport à la vie économique? Cette question est très intéressante. Je vais commencer par la première question. Sur la radio Cachopa, nous avons opté une démarche scientifique que nos ancêtres ont toujours eue, où l'on ne peut pas comprendre comment fonctionne le Cachopa, sans pourtant comprendre l'étymologie des mots que nous utilisons. Lorsque je dis mbongo, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que on nous a fait comprendre que mbongo, c'est de l'argent. Or, dans le mbongo, Papa Dompé, si je divise ce mot, si je prends ce mot mbongo, je le divise, j'ai le mbo, le mbé, le mba, le mbi et le mbo et le ngo. Or, nous savons tous que le mbo, Papa Dompé, est le principe multiplicateur de l'énergie divine qui s'oriente vers la connaissance centrale, qui est le O, le son O.
Et lorsque je dis Mbo, c'est l'énergie divine qui s'oriente, donc l'énergie qui s'oriente vers le centre où se trouve la connaissance. Alors, le Ngo, Papa Dompé, comme nous le savons, le Ngodisu, le cercle initiatique, le cercle de la connaissance, le cercle divin, le léopard, c'est-à-dire que la connaissance occulte, nocturne, la connaissance de soi, la connaissance de l'environnement, la connaissance du tout. Donc le Mbongo, pour nos ancêtres, Mbongo, le Mbo et le Ngo renvoyaient en fait vers une connaissance qui s'orientait, qui se diffusait vers un centre. Et non pas qui sortait du centre, mais qui partait d'un point en s'orientant vers le centre. Et ça, Papa Dompé, cette connaissance qui partait d'un bien vers le centre initiatique du Ngo devait en fait se fonder sur la matière. En fait, cette connaissance venait de la matière et se propageait. Mais le problème, c'est quoi? Pourquoi Mbongo? Pourquoi on devait partir non pas du centre Ngo pour sortir vers le Mbo, pour dire Ngombo, mais on dit Mbongo parce que c'est un bien qui devait porter de la valeur, et c'est ce bien qui devait nous donner une certaine connaissance, certaine information, certaine compréhension du monde. Parce que Papa Dompé, il faut comprendre une chose, c'est que l'économie, au niveau de Katiopa, même pas l'économie, la connaissance au niveau de Katiopa est fondée sur ce qu'on appelle la théorie de la cosmogonie de l'univers, du cosmos. Les Kamites, disons, les enfants de Katiopa ne pouvaient pas faire de l'économie sans pourtant prendre en compte l'organisation cosmique, cosmogonique de l'univers, disons du cosmos. Pourquoi? Parce que il fallait que l'homme qui est incarné sur cette planète puisse intégrer dans le fonctionnement de sa société des valeurs qui existaient avant son incarnation. Parce que l'homme, le Muntu, au niveau de Katiopa, considérait une société comme étant l'organisation matique de la divinité sur la terre. Puisque Papa Dompé, vous savez que par le principe de la correspondance, de Thoth, de Nkaka Djeoti, Kaka Djeoti disait que tout ce qui est en haut et tout ce qui est en bas, tout ce qui est en bas, c'est tout ce qui est en haut. Il fallait que nous puissions faire descendre le divin dans le fonctionnement social. Ce qui n'est pas le cas dans une société occidentale. Donc, nous voyons bien que la monnaie, ce qu'on appelle l'argent, ça veut dire que la monnaie, que ce soit fiduciaire, je vais prendre le cas divisionnaire et fiduciaire pour commencer, sont des monnaies qui ont longtemps été utilisées sous Katiopa, Papa Dompé. Quand je dis divisionnaire, je parle de pièces de monnaie, bien sûr. Quand je dis fiduciaire, je parle des papiers. Il y avait même des crédits, Papa Dompé, des cartes bancaires. Il y avait même déjà des chèques au niveau de Katiopa. Mais Papa Dompé, la différence c'est quoi? C'est que les connaissances des chèques, ce sont des connaissances que l'on orientait vers le centre du Ngo. Il fallait que ces pierres-là précieuses, que ce soit les coris, parce qu'il y avait plusieurs formes d'argent, de change qu'on utilisait pour s'échanger sur un marché, que cela respecte ce qu'on appelait l'ordre matique de l'univers. Parce que Papa Dompé, on ne pouvait pas faire du commerce en désintégrant les échanges au-delà d'un certain niveau de l'ordre. Parce que Papa Dompé, n'oubliez pas que nos ancêtres ont utilisé un nombre qu'on appelle le nombre d'or, un nombre qui se trouve dans la nature, qui se trouve sur l'homme, qui est le 1,618, un nombre d'or, un rapport qui permettait d'échanger des biens sur un marché. Aucun être ne pouvait s'échanger, aucun être pouvait échanger ses biens sur le marché au-delà ou en dessous de ce qu'on appelait le nombre d'or, qui est le nombre de la spirale matique. Donc l'économie était fondée sur ça, était fondée sur des principes fractales, des principes de fonctionnement naturel des choses. En contradiction, Papa Dompé, à contrario, lorsqu'on prend la conception de l'argue occidental, nous allons comprendre que le monde kamite, le monde de Katiopa, avait aussi sa théorie de la valeur. Mais la théorie de la valeur de Katiopa n'était pas la maximisation du profit, était la maximisation d'utilité du consommateur. Ça veut dire que lorsque moi, le vendeur, je vendais mes produits sur le marché, je devais respecter le rapport de 1,618 pour que je ne puisse pas faire faillite, pour que je puisse nourrir ma famille. Je ne pouvais pas dépasser ce rapport entre le prix d'achat et le prix de vente, l'équilibre du marché. Mais en gros, je devais permettre à mon consommateur de maximiser son utilité. Pourquoi? Mais parce que lorsque l'autre maximise son utilité, je respecte l'ordre matique des choses spirales du marché. Maintenant, dans la conception occidentale de l'économie, vous allez voir que
La base fondamentale de l'économie est la maximisation du profit du vendeur. Le vendeur doit escroquer le consommateur. Le vendeur doit maximiser son profit en vue de nuire à celui qui veut acheter. Il faut permettre à une personne de dépenser au-delà de ses moyens, de rentrer dans une société qu'on appelle une société de consommation. Ce qui n'était pas le cas au niveau de Katiopa, parce que puisque les enfants de Katiopa savaient quel était le but de leur existence sur cette planète, ces derniers ne pouvaient pas accumuler des ressources pour après les lapider ou les jeter ou les laisser parce que nous sommes des êtres en transition. Vous voyez, c'est pour ça que vous prenez l'économie sur Katiopa, on faisait intégrer ce qu'on appelait la métaphysique. Alors que dans le monde européen, ils ont travaillé très fort, et par des grands génies bien sûr, ils ont travaillé très dur pour écarter la partie métaphysique afin de rester pur matérialiste et donc être à la quête perpétuelle des biens afin de les utiliser pour retirer une certaine satisfaction. Et Papa Dampé, vous savez vous-même en économie que l'utilité marginale est décroissante. La fonction d'utilité marginale étant décroissante, ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous amassez les ressources, votre utilité va finir par décroître. Et quand je dis utilité, je pense que les économistes qui m'écoutent vont comprendre que je parle en fait de la satisfaction que je ressens, la satisfaction que je ressens lorsque je consomme un bien. Et quand je dis consommer un bien, c'est lorsque j'achète une voiture, achète un pantalon, achète la nourriture. Le fait de m'approprier quelque chose que l'autre a pu cristalliser à travers son travail. Mais je paye à travers des papiers qui n'ont pas de valeur, mais que l'État, le système installé par notre paradigme, impose une certaine valeur. Donc, Papa Dampé, nous avons deux paradigmes différents. Je précise pour finir que Katiopa a toujours eu de l'argent. Le problème, c'est que l'argent chez nous était considéré comme étant des valeurs pouvant ou devait respecter l'ordre matique et ne devait pas être au-delà d'un rapport de 1,618 qui n'est autre que le nombre d'or, le nombre d'équilibre matique sur le marché financier Camille. L'erreur que nous commettons souvent en tant qu'enfants de Katiopa, c'est que lorsque nous parlons d'économie et que nous parlons d'équilibre du marché entre l'offre et la demande, nous partons en fait nous raisonnons à travers, mais inconsciemment bien sûr, nous raisonnons souvent à travers le prisme occidental. Parce que Papa Dampé, rien ne nous prouve, de près ou de loin, que le marché de Katiopa, ce qu'on appelait les marchés, on ne sait pas même s'il y avait des marchés financiers ou des marchés publics ou sur lesquels s'échangeaient des biens, il y avait l'ordre de principe des échanges entre l'offre et la demande. Et ça va peut-être étonner certaines personnes parce que Papa Dampé, n'oublions jamais que le fonctionnement de nos sociétés était des fonctionnements fondés sur la collectivité. Ça veut dire on avait les greniers du village. Et le grenier du village, c'était pas quelque chose qui appartenait à quelqu'un, c'était quelque chose qui appartenait à tous les villageois, disons, à toute une société où tout le monde travaillait, tout le monde participait en vue de déposer chacun le manioc, la banane, chacun ses biens dans un grenier où devaient s'échanger les produits, au fur et à mesure, chaque porte, chaque villageois, chaque humain, chaque moutou dans le village devait recevoir une portion. Les chasseurs devaient apporter leur gibier, les agriculteurs leurs produits de la terre, et ça devait s'échanger à travers un principe très rigoureux qui est matique. Donc, vous savez, Papa Dampé, même quand on parle de la monnaie qui s'échangeait, il faut voir dans quelle mesure et qu'est-ce qui se passait au niveau de Katiopa. C'est vrai que le sujet ce soir va parler de la crise et de la dette mondiale. Mais Papa Dampé, le fonctionnement économique de Katiopa n'a rien à voir avec le principe de l'offre et de la demande. Ça, il faut comprendre ça parce que les gens pensent souvent que chez nous, il y avait un prix. Un prix qui pouvait Non, mais Papa Dampé, même quand on parle du troc, il faut faire très attention parce que nous, on s'échangeait, mais il y avait des principes aujourd'hui qui sont parfois boycottés par le système dominant parce qu'ils n'acceptent pas qu'une société pouvait fonctionner de cette manière. C'était rare de voir des voleurs, c'était rare de voir des escrocs. Même quand vous dites que par exemple que le business c'est du vol, mais c'est simple, le business c'est du vol. Toutes les personnes qui font du business c'est du vol. C'est simple, Papa Dampé. Bon, mais on est dedans jusqu'au cou. Le problème c'est que ça nous fait parfois peur. Et c'est très dangereux pour nous les enfants de Katiopa de parler de la renaissance et en contrepartie d'appliquer des fonctionnements antimatiques pouvant entraîner des désastres au niveau de Katiopa. Parce que le grenier Papa Dampé, je sais que vous maîtrisez plus le confin de Katiopa. Et vous voyez bien que même jusqu'à aujourd'hui dans nos petits villages, il n'y a pas de principe, même de théorie monétaire où il y a un marché, c'est où se change l'offre et la demande. Donc Adam Smith, David Ricardo, Jean-Baptiste Say, John Maynard Keynes,
Toutes ces personnes, Papa Dompé, ne pouvaient observer le monde qu'à travers le prisme de leurs yeux. C'est ça, Papa Dompé, qui est la vérité. Que vous preniez Aristote ou Platon qui parlaient de l'état juste, les normes. Mais Papa Dompé, vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que vous êtes. Une société est fondée sur sa culture. Et Papa Dompé, vous savez comme moi, que lorsque vous rentrez dans la Grèce antique d'Aristote et de Platon, c'était une société esclavagiste jusqu'au cou. Ça veut dire que les hommes qui y vivaient étaient bourrés de principes antimatiques jusqu'au cou, Papa Dompé. Et n'oublions pas qu'Aristote, Platon, tous ces êtres-là ont prôné qu'il était mieux d'être homosexuel que de s'accoupler avec une femme, parce que la femme affaiblissait l'intelligence. Et ces derniers disaient également que la femme était un objet sexuel qui pouvait nous permettre que pour procréer des enfants et non pas pour avoir un plaisir comme lorsqu'on fait avec l'homme. Et la plus grande société mondiale connue d'homosexuels, c'est la Grèce. Une valeur, par exemple, que les Kamites chez nous ne pouvaient pas accepter. Donc, l'économie, Papa Dompé, est une science sociale. Ça, il faut tenir compte de ça. Et nous devons ôter de nos cerveaux l'idée selon laquelle il y avait un marché sur Cachopa où s'échangeait l'offre et la demande. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui travaille dans son coin parce que Papa Dompé, le principe de l'offre et de la demande renvoie vers l'égoïsme. C'est-à-dire qu'il faut voir ça. C'est-à-dire que souvent on ne prête pas attention. Lorsque vous parlez de l'offre, c'est quelqu'un qui est assis dans son côté, qui fait ses hectares et qui prend ses choses et qui va vendre pour gagner plus que les autres. Ils vendent beaucoup, ils gagnent beaucoup. Nos sociétés n'étaient pas organisées comme ça. C'est-à-dire que le fonctionnement économique de Cachopa n'avait pas le principe de l'offre et de l'individualité. Nous étions communautaristes, nous avons des valeurs du Mbongi, les enfants partaient à la chasse ensemble, les mamans faisaient l'agriculture ensemble, la femme mettait au monde devant les autres femmes, était suivie par la société, et ainsi de suite. Ce sont de telles valeurs qu'il faut intégrer dans l'économie pour comprendre que la théorie de la valeur de Cachopa n'a rien à voir avec la main invisible d'Adam Smith où il fallait laisser faire et laisser aller, Papa Dompé, comme vous savez. C'est ce principe classique qui est devenu néoclassique après qui a entraîné l'économie libérale, qui est à la base de ce que vous appelez aujourd'hui la dette publique ou la dette des États. Et c'est très dangereux de laisser faire et laisser aller parce que le code naturel n'est pas respecté. L'homme continue à vivre dans ce qu'on appelle par l'insatiabilité. Toujours avoir et encore, c'est antimatique et donc anti-camite et donc les enfants de Cachopa ne pouvaient pas. Il y a les documents, hein, ce que je dis, je m'appuie sur des textes que les anciens ont laissés. Hein. L'économie de Cachopa n'avait pas un marché. Malheureusement ou heureusement, ça nous a permis de ne jamais avoir des crises parce que Papa Dompé, n'oubliez pas que lorsque le monde entier était en crise, tout le monde venait sur Cachopa pour venir se nourrir parce qu'on avait la capacité de faire des prévisions de 30 ans et de 40 ans. On n'a jamais vu un pays qui fait des prévisions comme ça à cette époque, à cette période. Je vous remets la parole.